Bonjour à tous, quelle est la santé mentale des Guadeloupéens après 11 mois de Covid? Faut-il s'inquiéter pour nos étudiants? Nos compatriotes guadeloupéens supporteront-ils un éventuel reconfinement? Le docteur Migerel, Hélène Migerel, est l'invité de Franc-Parler. Bonjour docteur Migerel. Bonjour monsieur Fonderé. Docteur en sciences humaines et psychanalyste, merci d'avoir accepté notre invitation. Faut-il s'inquiéter, docteur, pour la santé mentale des Guadeloupéens et Guadeloupéennes après ces 11 mois de crise du Covid, ce Covid qui n'en finit pas? Oui, mais s'inquiéter certes. Et l'inquiétude vient de cette espèce de sinistrose traînée verbalement, médiatiquement, jour après jour, sans relâche, sans donner aucune possibilité d'y échapper. Le nombre de morts égrenés pendant le confinement, le nombre de personnes hospitalisées, une espèce de marasme qui accablait la population et qui continue à l'accabler un peu moins, je dirais, parce que cette circulation du virus, oui, elle est inquiétante, mais nous ne devons pas tomber dans le catastrophisme. Pourquoi ne pas tomber dans le catastrophisme? Pour permettre aux gens tout simplement d'accepter de vivre avec cette pandémie. Nous ne sommes pas près de nous en débarrasser. Ce sont les grandes sommités médicales qui le disent. Il faut vivre avec. Oui, vivre avec, il y a tous ces variants aussi qui rajoutent à l'angoisse. Mais oui, vivre avec, c'est aussi l'apprivoiser. Et si on agite sans cesse le drapeau de la peur, nous n'aurons pas suffisamment de ressources psychiques pour l'apprivoiser, l'intégrer et puis, à un moment donné, la dépasser. Quels sont les profils parmi nous qui sont les plus fragiles, les plus à surveiller? Alors, moi j'ai surtout vu pendant le confinement et au moment du déconfinement, l'impact que ça avait sur les personnes âgées qui venaient après coup demander qu'on les entende un peu. Il y avait, je dirais, ces personnes âgées se trouvaient dans une impasse de la communication. Vous savez que quand vous êtes très âgé, vous supportez un peu la solitude parce que vous pourrez parler à vos voisins, votre famille viendra vous voir. Mais quand vous êtes complètement isolé, il n'y a pas de communication. Communication au téléphone est une chose, mais en vis-à-vis, c'en est une autre. Donc j'ai vu beaucoup de personnes âgées qui étaient dans un état de détresse absolue, qui avaient perdu pratiquement l'usage des mots, aphasiques, des personnes qui ne savaient plus s'exprimer et qui pleuraient. Alors, voir une personne âgée ici pleurer, c'est quelque chose de très caractéristique, parce que culturellement, on serre les dents. Face à la détresse et au désarroi, on serre les dents. Alors que ces personnes âgées, j'ai vu des femmes autant que des hommes, et je dirais même un peu plus d'hommes, parce qu'on pense que l'homme, il est mieux préparé au malheur. Je dis non, aujourd'hui, les hommes et les femmes se trouvent au même niveau d'acceptation ou d'intolérance au malheur. Donc, je dirais en premier lieu, les personnes âgées qui étaient dans une solitude, même si, et à décharge, les municipalités avaient mis en place des réseaux de communication, d'alimentation, mais il y avait quand même quelques personnes qui échappaient au système. Deuxièmement, les adolescents. Les adolescents se sont retrouvés en difficulté sans avoir l'occasion de le dire, sans avoir l'occasion de l'exprimer verbalement, mais c'est par le comportement que ça s'est fait sentir. Il y avait une irritabilité, une sorte de violence et de fureur contenue pour masquer cette angoisse. Vous savez, ici, l'angoisse, on n'a pas de mot créole. On dit j'ai une boule là, dans la gorge, je sens un poids sur ma poitrine, mais les gens ne parlent pas d'angoisse. Et cette angoisse chez les jeunes, elle s'exprimait par des comportements dysfonctionnels. Alors, le confinement, bien sûr, n'a fait que mettre en lumière des petits troubles qui étaient en sourdine et qui ne demandaient que déclencheur pour effectivement se mettre à l'ordre du jour. Ces petits troubles se sont augmentés chez les jeunes personnes et ce ne sont pas forcément
les personnes qui étaient le plus touchées qui venaient demander de l'aide. C'était celles qui se rendaient compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. En faisant la différence entre un avant-confinement et un déconfinement, ce sont ceux-là, celles-là, ces personnes qui venaient demander un soin. Vous savez, les jeunes ne sont pas enclins à aller chez le psy, forcément. Ils n'ont pas encore l'idée que les mots peuvent être pris en charge et assez rapidement. Mais une fois qu'ils se trouvent dans une impasse, parce que le confinement a mis en vis-à-vis la famille et les violences intrafamiliales, donc une fois qu'ils se sont trouvés en vis-à-vis avec une réalité qu'ils avaient occultée, parce que quand vous êtes à l'extérieur, vous pouvez vous exprimer autrement, alors que quand vous êtes uniquement à l'intérieur, toute la charge agressive, toute la charge émotive, eh bien, elle va s'exprimer à l'intérieur des murs. Donc, il y en avait qui n'avaient pas conscience que, eh bien oui, on pouvait aller chez le psy. Et il y a un phénomène d'entraînement, et c'est tant mieux, parce qu'il a suffi d'un ou deux jeunes pour venir à la soulagerie parler du problème ou des problèmes, et il y a eu un effet d'entraînement et les autres sont venus parce que bon, voilà, sachant qu'un ou deux pouvaient dire librement, écoutez, je suis allé voir un peu ce qui se passait en moi, je n'en pouvais plus, j'avais des troubles du sommeil, voilà, et les autres ont suivi, et c'est une chose. Finalement, c'est une chose. On parle beaucoup, docteur, des étudiants qui pour certains vivent très mal, l'impossibilité d'aller en cours. Il y a urgence à les accompagner? Alors, il faut faire la part des choses. Il faut regarder ce qui s'est passé à l'extérieur et ce qui s'est passé ici. Ici, il n'y a pas eu de reconfinement. Il n'y a pas eu de reconfinement. En France, il y a eu un reconfinement. En Martinique, il y a eu un reconfinement. Vous avez des étudiants qui ont eu les effets du confinement. Je ne dis pas premier confinement, puisqu'on n'a pas eu de deuxième. Les effets du confinement, tels que les autres membres de la société l'ont ressenti, le stress, l'anxiété, troubles du sommeil, les addictions. Chez les jeunes, les addictions ont été en augmentation. Addiction au jeu, addiction aux substances psychoactives. Donc, ils ont eu leur dose, je dirais, de pathologie due au confinement. Une fois le déconfinement arrivé, ils ont dû faire face à une espèce de perte au niveau de leurs finances, puisque certains étudiants ont des petits boulots qui leur permettent de financer leur bien-être ou même d'aider les parents. Tous les parents n'ont pas le même niveau social pour financer les études des enfants. Donc, ils se sont retrouvés face à une espèce, je ne parlerai pas de paupérisation, parce que la paupérisation doit s'adresser à la population qui travaille en permanence et qui a perdu son salaire, parce que ça aussi, c'est une réalité, perte d'emploi, perte de salaire ou diminution. Donc, ils se sont retrouvés face à un social qui était un peu, si vous voulez, et qui rentrait dans leur mal-être. En plus, ils se sont retrouvés parce que les étudiants d'ici avaient la chance d'avoir leur famille. Ils n'étaient pas loin. L'annonce du confinement, à l'annonce du confinement, ils ont pu aller dans leur famille pour passer le confinement. Donc, ils n'ont pas été en but, si vous voulez, aux privations alimentaires. Ils n'ont pas connu ça. Bon, n'empêche que quand un étudiant est sorti de chez lui et qu'il a pris une chambre dans une cité universitaire ou au Crous ou une résidence universitaire, il est dans une situation d'indépendance par rapport à sa famille et il se construit à ce moment-là, dans un autre groupe. Mais leur difficulté aujourd'hui, c'est l'absence de cours en présentiel. On a des témoignages, ils le disent, c'est un vrai problème. Mais oui, c'est un problème. Oui, c'est un problème de ne pas avoir d'interaction directe avec les profs. Mais à mon avis, le problème le plus grand, c'est cette perte d'activité culturelle, festive et sportive. Ah ben oui. C'est cette perte du groupe. Et je disais tout à l'heure que l'étudiant, il va sortir de son groupe d'appartenance familiale où bon, il est protégé pour
s'intégrer à un groupe, ce qu'on appelle le groupe intellectuel de ses pairs. La performance, la compétition, mais aussi le rassemblement. Parce que les jeunes ont besoin d'épanouissement, et ils ont besoin de se rencontrer. Et la limitation des groupes, des petits groupes à 6, la défection de certains parce qu'ils ont peur de la contamination, parce que aussi le confinement a réveillé la peur d'être contaminé par autrui. Donc ces étudiants vont souffrir du relationnel, énormément du relationnel. Donc il faudrait effectivement, le présentiel, comme on dit aujourd'hui, est nécessaire, est indispensable, mais c'est un pis-aller, je dirais, parce que si aujourd'hui on permet des regroupements. Je ne suis pas médecin, je ne veux pas, moi, m'ériger en tant que personne dans le domaine médical pour dire non. Mais le regroupement qui sera inévitable, va permettre quand même la propagation du virus. Tout à fait. Alors, il y a le respect. Vous savez que les jeunes, on me dit, ah oui, les jeunes ne respectent pas forcément les consignes, les consignes sanitaires. Alors je dis, faites attention, vous avez plusieurs groupes. On a trop tendance à mettre tout le monde dans le même sac. Vous avez un groupe de jeunes qui va répondre à l'injonction. Alors, va bien écouter, obéissance, raisonnement. Et dans ce groupe de jeunes, quand on étudie ce groupe de jeunes, on se rend compte que ce sont ceux-là qui seront aussi très impactés, parce que cette tolérance à la frustration, il faut être tolérant à la frustration, mais une trop grande tolérance à la frustration, ça va induire des troubles du comportement. Et puis vous avez d'autres jeunes qui sont dans l'obéissance en permanence parce qu'ils n'admettent pas, ils ne comprennent pas ce qui est injuste, parce que s'ils écoutent attentivement les médias, ils vont dénoter certains points d'injustice et ils n'acceptent pas cette injustice, donc ils vont transgresser l'interdit. Et puis un troisième groupe de jeunes, entre les deux, un petit peu, mais pas trop, raisonnement, mais quand même... Cela dit, c'est valable chez les jeunes, c'est valable tout autant chez les moins jeunes. Oui, mais chez les jeunes, ça a une signification particulière, parce que entre 17 et 24 ans, le moment où vous faites vos études, vous commencez à 17 ans, et entre 17 et 24 ans, il y a là toute une période de fragilité psychique, ou à peine sorti de l'adolescence, et c'est à l'adolescence qu'il y a le déclenchement de certaines pathologies, et quelquefois des pathologies graves, ou à peine sorti de l'adolescence, vous devez faire le deuil de pas mal de choses. Vous devez effectivement accepter, vous plier et ne rien dire. Donc, on peut comprendre que cette jeunesse-là, elle soit plus touchée que les adultes qui ont eu leur propre expérience. Quand vous avez 40, 50 ans, mais vous avez déjà un commencement de vie, vous avez des expériences amoureuses, vous avez des enfants, vous savez comment aborder le difficile. Mais quand vous commencez que vous êtes tout seul, parce que n'oublions pas qu'ils sont seuls, surtout la première année d'études, ils sont tout seuls, ils sont sortis d'un cocon et ils vont affronter les expériences difficiles. Et puis la pandémie vient là leur dire, protégez-vous, protégez les autres, il est difficile d'aimer. Comment rencontrer l'âme sœur avec un masque? Bon, il y a de très très belles photos de gens qui s'embrassent avec un masque, mais n'exagérons pas. Comment aborder l'autre? L'identité de quelqu'un, l'identité, c'est aussi ce qu'il vous montre de son tout, de son visage, et pas seulement de ses yeux. On ne découvre pas quelqu'un uniquement par le truchement du regard. Alors, l'œil, bien sûr, a une fonction, l'œil détaille, mais quand l'œil ne voit qu'une métonymie, c'est-à-dire une petite partie et non pas le tout, vous pensez bien qu'il y a quelque chose qui fait que la jeunesse puisse se sentir bien plus mal que les adultes aujourd'hui.
Docteur, un reconfinement éventuel sera difficile à supporter ici, ici comme dans le reste de la France, hein, du reste. Et il sera beaucoup plus difficile, d'autant plus que les pathologies qui se sont exprimées durant le confinement commencent tout doucement à être délayées. Je dirais délayées. S'il y a encore un déclencheur qui vient exacerber un premier vécu douloureux, mais bien sûr que ce sera beaucoup plus difficile que certains. Je parlais tout à l'heure de l'injuste. Nous n'avons pas été reconfinés parce que certainement les chiffres disaient qu'il ne fallait pas reconfiner la Guadeloupe. On a reconfiné la Martinique et on a reconfiné la France. Mais alors pourquoi ces chiffres qui nous disaient qu'il y avait quand même quelque chose de l'ordre, de la sagesse, de la compréhension, du respect des règles sanitaires qui avaient eu lieu en Guadeloupe, pourquoi aujourd'hui on va nous dire d'être reconfinés alors que, eh bien, il y a eu quand même des apports nouveaux et étrangers sur le sol guadeloupéen, quelles que soient les raisons, quelles que soient les raisons évoquées. J'ai entendu parler de la raison économique, hein, et vous savez très bien que dans tous les États, l'économique prime sur l'humain. Donc ce reconfinement, s'il est indispensable, il sera mis en place. Ça ne dépend ni de vous, ni de moi. Il sera mis en place, mais viendront s'ajouter des récriminations par rapport à une acceptation touristique et bien sûr un retour vécu comme une punition, un retour sur une population qui n'a cessé de faire attention. Et cette année, la soupape du carnaval ne sera pas là et on ne sait même pas ce qu'il adviendra des fêtes de Pâques. Oui, bien sûr. Alors le carnaval est un exutoire. Un exutoire, ça veut dire que le carnaval permet émotionnellement de dire. Le carnaval permet d'expulser toute cette agressivité accumulée avec les frustrations, avec la déveine, avec la malchance. Le carnaval, c'est la folie du peuple. Donc cette folie qui s'exprime chaque année a deux fonctions. Une fonction sociale et une fonction psychologique. La fonction sociale, on le voit, non pas le jour, les jours gras, mais bien avant, un an à l'avance, où vous avez des groupements culturels, parce qu'aujourd'hui, ce ne sont pas seulement des groupes de carnaval, ce sont des groupes culturels qui, effectivement, génèrent une espèce de socialité entre les personnes, les petits, les moyens et les grands. On apprend à vivre ensemble, à manger ensemble, à se respecter. On apprend les règles à l'intérieur de ces groupes culturels. Et en même temps, on se découvre soi, on découvre son appartenance, on découvre son identité et on peut se projeter dans un devenir. Donc la fonction sociale, elle est là. La fonction psychologique, c'est toute cette expérience d'un trop-plein, et puis prendre la place de l'autre. Vous savez, ça a un phénomène catharsis incroyable. Si vous vous sentez pressurisé par votre entreprise, vous allez vous déguiser en votre patron, et puis vous allez pavaner, vous prenez sa place, donc automatiquement, la frustration sera moindre. Alors, il y a des entreprises qui savent très bien, si vous voulez, à l'extérieur, baliser les frustrations. Au Japon, par exemple, il y a une usine qui a mis une effigie, bonhomme à l'effigie du patron, et chaque fois que l'ouvrier rentre, il donne un coup de poing à l'effigie et il rentre travailler. Bon. Donc, non, mais ça vous démontre bien qu'il y a là des garde-fous, ce qu'on appelle des garde-fous. Et notre carnaval est quelque chose d'extraordinaire. Alors qu'il n'ait pas lieu, soit qu'il n'ait pas lieu, j'ai vu qu'il y avait, j'ai entendu qu'il y avait quelques des petites choses à l'intérieur des maisons de carnaval où les gens pouvaient se réunir. Il n'y a que les déboulés qui sont interdits. Alors, moi j'ai beaucoup réfléchi, puisque je travaille beaucoup
sur le carnaval et sa fonction, mais j'ai beaucoup réfléchi à qu'est-ce qui pourrait effectivement venir là en remplacement du carnaval pour permettre aux individus de s'exprimer, de se lâcher. Je n'ai pas encore trouvé. Parce que c'est vrai que le carnaval, il est unique. Hein. Il est unique. Mais je ne peux pas me permettre de critiquer les sommités médicales qui ont mis en place un veto en disant non, ce n'est pas possible, ce n'est pas mon rôle. Mon rôle, c'est de comprendre les gens, de les aider à se retrouver, à se comprendre, à se contenir, de les aider aussi à se contenir. Mais je dis que ce carnaval va manquer. Mais moi-même, j'y ai réfléchi et je n'ai pas trouvé d'exutoire semblable pour effectivement le dire aux gens afin que ce soit mis en place. Je n'ai pas encore trouvé. Vous accompagnez les personnes en détresse ou qui ont tout simplement besoin d'écoute à la soulagerie, c'est à Saint-Claude. Vous êtes très sollicité depuis le Covid, on imagine? Oui. La soulagerie existe depuis 3 ans. Et c'est un concept très particulier, très novateur, où vous venez sans rendez-vous, vous poussez la porte. Je dis vous poussez la porte pour expliquer aux gens qu'il n'y a pas d'obligation à présenter des papiers, il n'y a pas obligation d'être français ou dominicain ou haïtien. Vous êtes une personne. Vous êtes une personne, je n'ai pas besoin de sécurité sociale pour m'assurer de quoi que ce soit. La soulagerie est gratuite. Première chose, la soulagerie est gratuite. La soulagerie n'est pas un lieu, le seul lieu gratuit. Je veux dire que les lieux de soins, surtout en santé mentale, les centres médico-psychologiques qui existent dans chaque commune, ces centres sont aussi gratuits. Mais la soulagerie est gratuite. Mais son originalité tient à l'unique consultation. Et cette unique consultation, en fait, vous venez déposer un fardeau. Déposer le fardeau. Et depuis que la soulagerie fonctionne, je peux dire vraiment que personne n'est sorti, n'est reparti avec le fardeau. Les gens ont déposé le fardeau, quel que soit le temps qui a été mis permettant à ce fardeau de sortir de la bouche et d'être déposé. Donc, oui, au début de la soulagerie, les femmes ont accouru. Vous savez que la femme antillaise, elle est dynamique, elle a en charge les enfants plus les maris. Elle en charge les enfants plus les maris. Donc, automatiquement, quand il s'agit de protéger, quand il s'agit de protéger tout le monde, elle cherche des solutions. Tout au début de la soulagerie, de l'ouverture de la soulagerie, les femmes ont accouru. Et les femmes ont aussi emmené les adolescents. Elles ont emmené les adolescents et au fur et à mesure, j'ai vu arriver les hommes. À telle enseigne qu'aujourd'hui, au bout de 3 ans, quand je fais le bilan total au bout de 3 ans, j'ai beaucoup plus d'hommes qui sont passés par la soulagerie que de femmes. J'ai beaucoup de personnes jeunes, c'est-à-dire des gens en formation ou des étudiants, beaucoup, mais parce que la soulagerie correspond à un besoin actuel. C'est-à-dire que ce n'est pas une prise en charge au long cours, mais ce n'est pas non plus une thérapie courte, comme on l'entend souvent dans certains domaines où on dit ah oui, on fait des thérapies courtes. Ce n'est pas une thérapie courte, c'est un lieu tout simplement où les gens peuvent parler librement et dire tout ce qu'ils ont à dire. On a toujours besoin de dire quelque chose à quelqu'un. Et être sûr au moins que sans pour cela qu'il y ait cette rigidité d'une consultation fermée, eh bien, les gens sont sûrs que leur parole va être porteuse de bien-être. Et dans 95% des cas, les gens rentrent à la soulagerie, les gens pleurent pendant la consultation de la soulagerie et les gens sortent souriants de la soulagerie. Et quand je dis que ça correspond à un besoin actuel, c'est que la population antillaise est un peu arrivée à être comme les autres populations. Bon, bien sûr,
nous sommes obligés aussi d'avancer avec les autres. L'évolution n'est pas un facteur, finalement, de bien-être. Hein, ce n'est pas... Bon, mais cette population qui a besoin aussi d'aller à toute vitesse, qui n'a pas tellement le temps, parce qu'on est dans le domaine de la performance, de la rivalité, du travail accru. Ici, on travaille beaucoup plus qu'on peut bien le dire. Donc, la soulagerie, en une seule consultation, eh ben, ça correspond aux besoins réels. Par contre, je fais toujours une dérogation de cette unique consultation quand il y a une jeune personne qui effectivement émet des idées suicidaires, et quand je sens qu'il y a possibilité de passage à l'acte immédiat. Donc là, vous accompagnez davantage? Oui, je lui demande, je lui confie une mission, une espèce d'introspection individuelle. Je l'oriente quelquefois sur un autre thérapeute, sans dire le nom du thérapeute, parce que vous savez, comme vous dites, allez voir Madame Megerel, la personne, tant qu'elle n'a pas vu Madame Megerel, elle n'ira pas voir un autre thérapeute. Donc, je l'oriente sur d'autres thérapeutes, tout en sachant qu'elle n'ira pas. Si elle est venue à la soulagerie, c'est qu'elle n'a pas fait la démarche première d'aller voir un thérapeute dans la formule classique de la consultation. Mais je lui donne un rendez-vous ponctuel. Le fait d'avoir fixé ce rendez-vous ponctuel, ça va la maintenir en vie. C'est les seuls cas, parce que j'en ai eu plusieurs comme ça, mais pour les jeunes personnes, ce sont les seuls cas où je déroge un peu à la règle. Et c'est porteur. Je dirais que c'est porteur. Quelles sont les clés, docteur, pour tenir dans ce contexte anxiogène? Alors, d'abord, vous savez, l'humain a deux besoins fondamentaux, quel que soit. Qu'on soit ado, je ne parle pas encore des enfants, encore que quoique les enfants à partir de 8 ans aussi, mais les humains ont deux besoins fondamentaux, l'action, l'activité, et les relations, les interactions. L'action. Bien sûr, l'action n'est pas uniquement action physique, action corporelle, mais l'action peut être, c'est-à-dire l'action va alimenter le cerveau et maintenir la psyché vivace. Autrement, vous avez, comme dans la baisse de performance, vous avez un amoindrissement et un ralentissement de la pensée. Donc, quand le cerveau n'a pas suffisamment d'action, parce que nous sommes un tout, hein, le corps et l'âme, aussi le cerveau. Donc, quand il n'y a pas d'action, suffisamment d'action, il y a une déperdition au niveau de l'être même. Donc, cette action, elle peut être trouvée, ne serait-ce que par la lecture. Être pris par un bon livre, c'est une action. C'est une action pour le cerveau, une réflexion, une évasion. La lecture est une évasion. Donc, l'humain a besoin d'action. Et il a besoin aussi de relations humaines. Même si nous avons pas mal d'addictions aujourd'hui aux écrans, hein, l'informatique, voilà, on en a pas mal. On est dans toutes les sociétés où il y a des jeunes, où il y a des nouveautés. Même s'il y a cette addiction à l'écran, même les personnes qui ont une addiction à l'écran ont besoin de relations humaines, ne serait-ce que pour être confronté à l'autre, ne serait-ce que pour le contrarier, ou alors pour ne pas être d'accord. Mais enfin, il y a là un échange. C'est ce qui fait la différence avec le monde animal. Hein? Donc, ces interactions, il les faut. Et me revient à l'esprit ce bébé, petite fille qui était un bébé, enfin, elle n'a pas tellement grandi puisqu'on est déconfiné depuis 8 mois, et qui disait à sa mère en permanence, pendant le confinement, « Je veux ma maîtresse. Je veux voir ma maîtresse. » Et la mère avait épuisé toutes ses ressources, parce qu'elle n'arrêtait pas d'expliquer à l'enfant, s'obstinait et voulait voir sa maîtresse. Donc, vous voyez comment c'est important.
Une autre qui réclamait ses petits camarades. L'enfant n'aimait pas l'école forcément, mais c'était cette interaction groupale qui lui manquait parce qu'elle était isolée à la maison et elle le vivait mal. Donc même les enfants ont besoin de rencontres avec l'autre et d'échanges avec l'autre. Donc quand nous n'avons pas ces actions, parce que les gens qui n'aiment pas lire et qui sont reconfinés, vous venez de me dire, qui peut-être, un probable reconfinement, ces gens-là vont effectivement développer un mal-être extrême. Alors le confinement, au déconfinement, je me suis aperçue qu'il y a eu une augmentation des TOC. Et je me suis posé la question, alors qu'est-ce qu'un TOC ? Un TOC, c'est un trouble obsessionnel compulsif. Par exemple, si vous êtes atteint de TOC, vous allez prendre votre feuille, vous allez la mettre à gauche, vous allez la mettre à droite, vous voyez, alors, le TOC, c'est un moyen de contrôler un peu l'incontrôlable. Comme on ne peut pas contrôler ce virus qui circule, qui nous fait peur, donc, il y a eu dans cette population, il y a encore, je vois, des gens qui sont atteints de TOC alors qu'ils n'avaient pas été conscients. Justement, ils avaient peut-être des petits TOC ou bien ils arrivaient à gérer. Et là, avec le confinement ou le déconfinement, ce sont des gens qui n'arrivent plus à gérer leur TOC. Et j'en vois de plus en plus parce que c'est alarmant. Les gens ne comprennent pas pourquoi ils se lèvent la nuit pour aller vérifier 3-4 fois si la serrure de la porte est fermée. Ça cause un certain désagrément, ça donne des troubles du sommeil, de l'insomnie, et puis une insécurité permanente. Donc, reconfinement, c'est vrai qu'il faudrait réfléchir à tous ces inconvénients et à toute cette pathologie qui commence à peine à être réglée et qui va être réactualisée. Très bien. Merci, docteur Micherel, d'avoir été notre invité dans cette émission. C'est moi qui vous remercie, monsieur Van der Rey. Merci à vous pour votre fidélité à Franc Parler. On se retrouve très vite pour une nouvelle émission sur votre chaîne locale, Éclair TV.